de la connaissance taxonomique et floristique en Algérie, notamment depuis ces 20-30 dernières années. Alors, en fait, chose étonnante, la végétation et la biogéographie naturelle de l'Algérie est très bien connue depuis plus d'un siècle, depuis le début du XXe siècle. Donc, oui, donc ça c'est une carte qui date d'il y a un siècle à peu près, et qui montre déjà très bien la connaissance de la végétation naturelle et de la biogéographie. Donc vous voyez, si vous arrivez un petit peu à lire, on devine très bien le grand secteur steppique des hauts plateaux, le grand secteur forestier du hotspot Kabylie-Numidie, Cromérie jusqu'en Tunisie, etc. Donc en fait, cette connaissance a été reprise dans la flore d'Algérie de 1962, et donc ça, ce sont les secteurs phytogéographiques que tout botaniste algérien connaît bien, puisque la flore les utilise régulièrement. Mais autant la végétation et la biogéographie sont bien connues, autant dans le détail, la diversité taxonomique et la répartition de cette diversité est encore aujourd'hui assez mal connue. Alors ça, c'est une carte qui a été publiée en 1975 par Kezel et Bounaga, qui montre à l'époque donc le niveau de connaissance des régions d'Algérie en termes de biodiversité et notamment de botanique. Donc vous voyez qu'il y a les régions en gris foncé, c'est les régions qui à l'époque étaient considérées bien connues, et puis les régions en blanc, c'est les régions qui étaient considérées comme presque inconnues. Alors, la connaissance floristique, en fait, elle a connu trois étapes importantes. La première, c'est à peu près jusqu'à 1922, c'est-à-dire la mort de Battendier, qui a été peut-être le botaniste le plus efficace dans cette période-là. Il a notamment publié la première flore complète d'Algérie avec son collègue Trabu. Donc l'un était médecin et l'autre était pharmacien à Alger. Et dans la foulée, quelques années après, 1902, ils ont aussi sorti une flore d'Algérie-Tunisie, beaucoup plus synthétique. Voilà, c'était la première étape importante, et des personnes qui connaissaient très bien le terrain et qui étaient aussi responsables de l'herbier d'Alger. Ensuite, donc, la deuxième étape, ça a été avec l'indépendance et la publication de ce qu'ils ont appelé la nouvelle flore d'Algérie. C'était la deuxième à l'époque, donc celle de Kezel Santa, que tout le monde connaît, puisque tout le monde utilise aujourd'hui, et avec en parallèle la publication d'un certain nombre de volumes de la flore d'Afrique du Nord de René Merle. Et puis à partir de là, il y a eu une interruption de plusieurs décennies, notamment aggravée par la décennie des années 90, mais à partir des années 2000 à peu près, il y a eu un regain d'activité. Alors depuis justement spécifiquement les années 2000, on voit que l'amélioration de la connaissance, elle se décline en plusieurs catégories. D'abord les améliorations taxonomiques, il y en a plusieurs sous-catégories, on va les voir. Ensuite, les botanistes algériens ont dû retourner sur le terrain et redécouvrir des espèces qui étaient perdues de vue, c'est-à-dire elles sont dans les livres, mais nous, sur le terrain, on ne sait même pas parfois où les chercher. Donc petit à petit, avec des années de recherche, on en retrouve quelques-unes. Et puis en parallèle aussi, la découverte d'espèces jamais observées auparavant, ce qui montre que le territoire est encore imparfaitement exploré. Et malheureusement, en parallèle aussi, il n'y a pas que des découvertes, il y a aussi des disparitions, certaines suspectées et d'autres qui ont pu être malheureusement confirmées. Alors en termes d'amélioration taxonomique, il y a au moins 4 sous-catégories. Il y a les surclassements, c'est-à-dire des taxons qui avaient été décrits de manière un petit peu mineure, ce qu'on appelle des taxons infraspécifiques, des variétés, des sous-espèces, qui après une étude plus poussée ont permis d'être reclassés directement au rang d'espèces. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé les réhabilitations, c'est-à-dire un taxon qui avait été décrit en espèce, puis plus tard avait été considéré comme une variété mineure, ou parfois comme un synonyme, et puis après réexamen, on s'est rendu compte que l'auteur qui les avait décrit en espèce au départ avait raison. Il y a ce que j'ai appelé les réidentifications. On avait appelé une plante, même plusieurs plantes de la même façon, et avec
une meilleure connaissance, on a pu se rendre compte qu'il y avait une partie de ces plantes qui devait être réidentifiée vers un autre taxon. Ou alors les précisions, avec le temps, aussi au contraire, on avait décrit des espèces et petit à petit on a pu découvrir une variation dans ces espèces et décrire de nouvelles sous-espèces, des nouvelles variétés. Alors, je vous ai mis là deux exemples. À gauche, c'est un botaniste espagnol et un botaniste polonais qui ont révisé le genre Erica, et sans même aller sur le terrain, rien qu'à partir des herbiers, ils ont pu réétudier la variété Erica cinerea, variété numérica de René Mer, et d'après leur connaissance de Erica cinerea et des échantillons d'herbiers qu'ils avaient sous les yeux, ils en ont conclu que Erica numidica était une espèce à part entière, donc endémique de la région d'El Prado. Moi j'ai eu la chance de visiter les îles Abibas dans les années 2006-2007, et là aussi il y avait, parmi toute la flore intéressante de l'île, il y avait deux variétés décrites aussi par René Mer, et au vu de leur particularisme morphologique, écologique et de leur isolement biogéographique, j'ai proposé de les reclasser en sous-espèces, elles aussi endémiques. Donc voilà ce que ça donne au niveau du paysage. Donc, pour tout Européen ou même pour tout Méditerranéen qui connaît bien le Sorcus tenerifus normal et le Palaeolus maritima normal, quand on arrive aux îles Abibas, ce qui saute aux yeux, c'est que ces deux pentes sont différentes des pentes qu'on a l'habitude de voir sur le continent. Donc la description de René Mer était tout à fait justifiée, mais elle était vraisemblablement insuffisante en termes de rang taxonomique. Alors là, on est plutôt dans des exemples de réhabilitation, donc des taxons qui avaient été décrits il y a très longtemps. Vous voyez, Allium multiflorum des Fontaines, date de 1798. En bas, vous avez Silent Terricoides poiré, ça date aussi de 1789. Donc c'est des plantes qui, dès qu'elles ont été vues par les premiers explorateurs européens, ont été décrites en espèces. Et puis avec le temps, elles ont été recombinées soit en sous-espèces, soit en variétés, ou même elles ont été parfois oubliées en synonymie. Et lorsqu'on les a redécouvertes sur le terrain, ou même sur herbier, comme l'a fait le botaniste russe Séréguin, Alexei Séréguin, on s'est rendu compte qu'en fait, la description de départ était justifiée, donc il a fallu les réhabiliter. Alors il y a des changements de nom, comme je n'ai pas trop le temps maintenant de faire un peu vite, je vais passer. Alors là, ce sont deux autres exemples de réidentification. Alors, par exemple, on avait le cas de Lobularia maritima, qui est connu sur tout le littoral, qui avait été vu aux îles Abibas aussi par l'équipe de René Mer. Mais entre-temps, les Espagnols avaient décrit une sous-espèce endémique de leurs îles du côté espagnol. Et en fait, en allant sur cette île, moi, ce qui m'a frappé de suite, c'est que je n'ai pas reconnu la Lobularia maritima habituelle. Et par contre, comme je connaissais la sous-espèce espagnole, ça m'a permis de me rendre compte qu'il s'agissait vraisemblablement de la même sous-espèce. On a un cas beaucoup plus intéressant et plus complexe, c'est le cas des orchidées du groupe Ophrys fusca. Dans les anciennes flores, plusieurs espèces avaient été mélangées sous le même nom. Et en fait, on sait aujourd'hui en Algérie qu'on a au moins 3 ou 4 espèces de ce groupe-là, distinctes, dont celle qu'on avait redécouverte, enfin, découverte entre guillemets, mais elle avait déjà été vue en fait. C'est pas une vraie découverte, c'est juste on s'est rendu compte qu'elle avait été mal nommée en la confondant avec Ophrys fusca. Et ça c'est le dernier cas, ce sont les cas de précision taxonomique. Alors on n'a pas changé l'identification, on a juste précisé. Là, donc vous avez le cas très célèbre du turifère algérien. Alors le turifère Juniperus tunifera, les botanistes nord-africains à l'époque avaient décrit les plantes nord-africaines sous un rang de variété, c'était la variété africana de René Mer aussi je crois. Mais ils avaient mélangé dans les échantillons, enfin sous le même taxon, les plantes marocaines et les plantes algériennes. Et entre-temps, il y a eu beaucoup d'études au Maroc, et lorsqu'on a commencé à étudier sérieusement les plantes algériennes, on s'est rendu compte qu'au final, les plantes marocaines étaient différentes. Donc le nom de variété africana a été réservé aux plantes marocaines, il a fallu créer le nom variété eurasiaca pour les plantes algériennes. Donc un autre exemple, c'est le cas de la giroflée au parc national du Gouraya. C'est une plante qui était surtout connue pour être horticole et éventuellement échappée de jardin. Et lorsqu'on a trouvé des populations apparemment sauvages et endémiques des falaises du parc du Gouraya, on en a profité pour préciser la sous-espèce.
Alors, donc, je vais vous montrer aussi quelques exemples d'espèces redécouvertes. Alors, ce qu'on appelle les espèces perdues de vue dans le jargon international, c'est en général soit les espèces qu'on n'a pas vues depuis un siècle, soit les espèces qui ont été vues qu'une seule fois, elles ont été ramassées, décrites en herbier, et depuis plus personne ne les a retrouvées. Donc, on ne sait pas où elles poussent, si ce n'est dans l'herbier dans lequel elles ont été décrites. Alors, quelques cas intéressants. Il y a eu le premier là, de cette reprise d'activité, c'était dans les années 2002. La redécouverte de Serapias stenopetala, qui est une endémique de la région d'El-Khala, Guelma, et je crois de la région de Tbarka en Tunisie. Donc ça, c'est une espèce qui avait été oubliée déjà dans les flores à cause de la mauvaise synonymie et qui n'avait été plus revue sur le terrain, jusqu'à ce que donc, des botanistes locaux la redécouvrent, se rendent compte qu'au final, elle avait bien été décrite et qu'il fallait la reconsidérer. Vous avez le cas plus récent de la redécouverte de Onopordon ambiguo dans la région de Ain-Sefra par Beltracem Gordo. Donc c'était une plante qui avait été vaguement signalée en 1850 et puis après on avait cru que c'était une erreur et finalement après des recherches récentes ils ont pu confirmer que oui elle existait bien dans la région de Ain-Sefra et ça n'était pas une erreur. Et puis le dernier cas, c'était oui, la redécouverte de Scrofularia frutescens. Ça aussi, c'est curieux, c'est une plante qui avait été signalée dans la région de Skikda, sur le cordon dunaire de Jebel Filfila. Et puis elle avait été oubliée dans les fleurs, on ne sait pas pourquoi. Et donc en fait, lorsque les botanistes locaux l'ont entre guillemets découverte, en creusant la bibliographie, ils se sont rendus compte qu'elle avait été signalée aussi il y a plus d'un siècle. Donc alors, il y a toute une série de découvertes complètement nouvelles. Alors, je vais vous présenter au moins celles que j'ai pu recenser au niveau national. Donc vous avez une douzaine de plantes qui n'avaient jamais été vues en Algérie, même pas sous un autre nom, même pas confondues avec autre chose. Et donc qui montrent qu'il y a encore des coins mal prospectés, y compris sur la carte, sur des zones que l'on considérait pourtant comme étant bien connues. Donc même les zones bien connues, vous voyez que c'est pas terminé. Alors je vous laisse imaginer si on va enfin dans les zones blanches, ce qu'on va pouvoir trouver. Alors j'en ai trouvé que 12. Si vous en trouvez d'autres, ça m'intéresse, parce que j'en ai peut-être raté. La dernière, je l'ai découverte avant-hier en peaufinant mon diaporama. Donc j'ai pu en rater d'autres. Et puis, il y a aussi le cas d'extinction d'espèces. Alors, il y a un certain nombre d'espèces qui ont disparu d'Algérie, du territoire algérien, à cause de l'urbanisation, de la dégradation de terres et autres. Mais elles continuent d'exister ailleurs. Par contre, on a au moins un cas documenté d'extinction d'espèces au niveau global, puisque c'était un petit arbuste endémique de la colline du marabout de Sidi Khaled à Tiaret. Probablement, elle avait été préservée inconsciemment autour du marabout, du fait de la mise en défense du pâturage autour des marabouts traditionnels, mais avec l'urbanisation de la ville de Tiaret, elle a fini par disparaître, et ça a été documenté et publié en 2018. Alors, si on en déduit les conséquences en termes d'identification, donc un outil d'identification, quel que soit son support, papier, numérique ou autre, il doit tout d'abord être exhaustif sur le taxon considéré et sur le territoire considéré. Si vous dites j'étudie la flore vasculaire de l'Algérie, il faut qu'il y ait toute la flore vasculaire de toute l'Algérie. Si vous dites j'étudie les orchidées de Tunisie, il faut qu'il y ait toutes les orchidées de toute la Tunisie. Et donc, et puis surtout, donc, cet outil devra être mis à jour régulièrement parce que vous venez de le comprendre, la connaissance de la flore évolue et même la flore elle-même évolue. Des espèces apparaissent et d'autres disparaissent. Donc, la première méthode, celle qui est la plus connue et qui est loin d'être la seule, c'est la méthode d'identification diagnostique. Un diagnostic, c'est je regarde tel et tel critère et à la fin j'en conclus, c'est ça. C'est comme le médecin, il va regarder est-ce que vous avez de la fièvre, oui, non, est-ce que vous avez des rougeurs, oui, non, est-ce que vous avez mal, oui, non, et à la fin il en déduit ah, ben, vous avez la grippe. Donc là c'est le même système, on vous pose des questions, éventuellement on vous aide avec des petits dessins et on vous demande de choisir au final quelle est l'espèce que vous avez sous les yeux. Donc vous voyez déjà que la flore qu'on continue d'utiliser en Algérie, elle date de 1962, avec une taxonomie qui était celle de René Merle qui est décédée en 1949. Et en plus, une taxonomie qui avait été simplifiée pour les besoins de l'édition, pour pouvoir aller vite au moment de l'indépendance. La publication de la flore a été un petit peu bousculée par les événements, et donc il a fallu à l'époque publier
publié un ouvrage qui n'était pas tout à fait terminé. L'autre méthode qu'on utilise en vérité beaucoup plus souvent, de manière inconsciente, c'est la reconnaissance visuelle. Moi et tous les botanistes, quand on va sur le terrain, on passe pas notre temps à ouvrir la flore tout le temps à la première page, alors quelle est cette espèce? À force, on les connaît. Ah, on dit, tiens, ça c'est tel genre, dans ce genre il y a 3-4 espèces, je les connais, il y en a une qui est jaune, 2 qui sont bleues, et parmi les 2 qui sont bleues, il y en a une qui a des grandes feuilles, l'autre qui a des petites feuilles, donc c'est celle la petite feuille, je la connais, c'est géranium, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle la reconnaissance visuelle. Mais c'est la même chose que tout à l'heure, ça ne va marcher que si c'est exhaustif. Si vous voulez reconnaître sur photo ou sur un pied les géraniums de France, il faut que vous ayez tous les géraniums de France sous les yeux, sinon vous allez en rater un, vous allez vous tromper. Donc même chose avec les livres de photos d'aujourd'hui, il faut absolument que les livres soient exhaustifs. Si vous achetez juste un guide de découverte touristique, vous avez une chance sur 2, voire 3 chances sur 4, voire 9 chances sur 10, de ne pas trouver la bonne espèce, ou de croire que c'est une autre espèce qui nous ressemble, juste parce qu'on ne vous a pas dit qu'il y en avait plusieurs qui se ressemblent. Donc la règle c'est toujours l'exhaustivité et bien sûr la mise à jour. Vous voyez qu'en France on ne peut plus utiliser ce magnifique ouvrage qui date de 1935. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la connaissance et la flore ont beaucoup évolué. Au Maroc, on a la chance d'avoir un ouvrage récent qui est à peu près complet, à peu près à jour et qui continue d'être mis à jour. Et donc, cette démarche visuelle de reconnaissance, on a appris aux ordinateurs à l'effectuer aussi. Donc, on met toute une base de données photo au départ dans la machine. Elle apprend à reconnaître les principales espèces. Et puis après, petit à petit, on lui rajoute des nouvelles espèces et elle apprend de plus en plus. Mais là encore, si ce n'est pas exhaustif, ou s'il y a des erreurs dans la base de données de départ, eh bien l'ordinateur va se tromper. Et de toute façon, là, on n'est plus dans la démarche diagnostique. Le diagnostic, si je regarde tout en détail, à la fin je décide, c'est sûr, c'est ça. Là, on est dans une démarche probabiliste. La démarche probabiliste, c'est vous apercevez quelqu'un qui marche dans la rue, vous dites, ah, je crois que c'est un tel. Ah oui, parce que je reconnais sa démarche, j'ai vu son chapeau, ce matin je l'ai aperçu, il avait les mêmes habits. Donc ça, c'est de la reconnaissance. Ça marche plus ou moins bien, mais c'est jamais à 100%. Finalement, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre qui était habillé pareil, et je me suis trompé. Donc la reconnaissance visuelle, c'est pareil, et en fait, même les ordinateurs ont appris à faire ça, donc ils vont vous proposer plusieurs noms possibles avec une probabilité. Là, on va vous dire, voilà, c'est probablement Orobanche édérae à je ne sais pas combien de pourcents, ou bien c'est peut-être Orobanche minor, ou peut-être même Orobanche améthystéa, etc. Donc vous voyez que la démarche experte, elle n'est pas toujours diagnostique, elle peut être aussi probabiliste. Donc, elle inclut le risque d'erreur. Et puis, bien sûr, la meilleure approche, surtout tant qu'on n'a pas de nouvelles flores d'Algérie, c'est d'avoir une approche combinée, de se servir de l'intelligence artificielle comme première approche de reconnaissance visuelle, de se servir de sa propre reconnaissance visuelle. Une fois que, mettons, l'IA nous a dit, ah ben, c'est une orobanche, alors je vais ouvrir des livres sur les orobanches, je vais regarder toutes les orobanches de l'Afrique du Nord ou du bassin méditerranéen, et je vais essayer de voir si j'arrive à trouver vraiment laquelle ressemble. Bon, si j'ai une flore exhaustive, c'est parfait. Et ensuite, souvent ça ne suffit pas. Le meilleur moyen, c'est de contacter le réseau. On n'est jamais tout seul, il y a d'autres botanistes qui ont d'autres expériences que la nôtre et qui peuvent nous aider à corriger une erreur, à identifier ou simplement à confirmer un petit doute. Donc il y a des réseaux qui sont faits pour ça et qui marchent très bien. Et là, vous voyez que en premier lieu, la machine nous dit je suis sûr que c'est une orobanche. Et après, elle vous dit mais ça peut être orobanche du lierre, orobanche du trèfle, orobanche améthyste. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc après, à vous d'aller voir ces possibilités et avec des critères éventuellement plus diagnostiques que vous retrouvez dans les flores, de choisir laquelle c'est. Et si vous avez un doute, vous contactez les meilleurs spécialistes qui sont en bas à droite. Par exemple, vous voyez qu'il y en a un, là, son nom de code c'est Poussellerie. Lui, il a identifié plus de 1500 orobanches du lierre. Donc lui, si vous lui posez la question et qu'il vous répond, probablement il aura un avis d'expert qui sera intéressant. Voilà, donc en guise de discussion, des petits exemples de quelles sont les conséquences de ces défauts dans la connaissance, de ces manquements dans la connaissance, de ces approximations. Bien, il y a au moins un exemple intéressant sur les conséquences en phytochimie. Vous imaginez bien que d'une espèce à l'autre, si on se trompe d'espèce, on peut avoir des composés chimiques différents. Alors autant dans certaines familles, toutes les plantes de la même famille ont les mêmes composés, mais dans certains cas, ça peut varier très, très rapidement d'une espèce à l'autre. On a un cas très précis qui nous a été rapporté en France. Il y a eu des études vétérinaires qui ont montré qu'il y avait des empoisonnements d'animaux avec de la férule. Ces toutes sont très toxiques aussi, y compris
pour les humains, parce qu'il y a des substances hémorragiques mortelles à l'intérieur. Mais en creusant les études, on s'est rendu compte que la deuxième espèce qui lui ressemble, qui est en France, qui est Ferula glauca, elle est inoffensive. Donc en fait, le composé spécifiquement hémorragique est absent. Et du coup, ça m'a fait un parallèle avec l'Algérie. Dans le nord de l'Algérie, sur le littoral, sur le terre, on a deux espèces. On a la comilis, donc c'est toxique. Et on a une autre espèce qui, dans les flores, s'appelle Tengitana. Et il se trouve que dans la région de Mostarnem et d'Oran, les gens mangent au printemps les boutons floraux de férule. Alors, il y a une préparation spéciale, ils sont bouillis ou cuits à la vapeur. Peut-être que les boutons floraux n'ont pas la toxicité des feuilles, mais peut-être aussi, vu que c'est un autre taxon, peut-être que le taxon n'a pas la toxicité du Ferula comilis. On a un exemple récent, c'est qu'à Malte, pendant des siècles, ils ont appelé leur férule des fois communis, des fois Tengitana, des fois glauca, ils hésitaient. Au final, ils l'ont étudié à fond, ils ont dit non, mais c'est ni l'une ni l'autre, c'est une nouvelle espèce endémique de Malte. Donc, on a la vraie Tengitana qui vit dans la région de Tanger au Maroc, qui est peut-être finalement limitée au Maroc et endémique du Maroc, et dans ce cas-là, l'espèce algérienne, probablement, elle n'a pas de nom et elle reste à décrire. Ce qui veut dire, c'est qu'en termes de phytochimie, il faut absolument étudier de manière séparée les férules communes, les férules dites Tengitana d'Algérie et les vraies Tengitana du Maroc, voire d'autres pays, pour essayer de comprendre qui correspond à quoi. Donc c'est ce qu'on appelle la chimiotaxonomie. Un autre domaine, c'est que si on a une mauvaise taxonomie ou une mauvaise répartition des plantes, une mauvaise connaissance de leur chorologie, on va mal évaluer les menaces qui pèsent sur elles et on aura du mal à conserver leur écosystème et leur population. Par exemple, là on a un cas intéressant, suite à une révision basée sur Albi dans les années, je crois, 80 ou 70, une spécialiste européenne du genre Allium a considéré que cette espèce, Allium cerotricum, qui était décrite d'Algérie, elle était synonyme d'une autre espèce, elle aussi décrite d'Algérie. Donc dans les index récents, on nous disait, voilà, au lieu de deux espèces, il n'y en a plus qu'une, mais l'autre, elle est endémique des falaises calcaires du Gouraya, où elle n'est pas menacée, elle est bien protégée grâce au parc national, alors que celle-ci, elle est décrite, vous voyez, dans des collines argileuses dans la région de Médéa. Et en fait, grâce aux travaux de l'équipe de Amérouche à l'université de Papioua, dans les années 2016, ils ont redécouvert donc, la plante décrite à Médéa. Ils sont aperçus qu'elle était totalement différente de la plante du Gouraya et qu'elle méritait bien son nom de départ. Donc ça, c'est réellement une plante endémique vraiment de la région de Médéa, avec d'autres problèmes de conservation. Vous voyez qu'il y a de l'agriculture, il y a du reboisement, il y a du pâturage. Donc il faut vraiment séparer les problèmes des deux plantes qui sont complètement différents. Et puis un des derniers points, c'est qu'en termes d'effet du changement climatique, la même chose, si on ne connaît pas bien la taxonomie, on ne connaît pas bien la composition de nos écosystèmes, on ne peut pas prévoir ou anticiper ou essayer d'amoindrir les effets du changement climatique. Un exemple, la découverte publiée en 2016 de Mahmoud Lahabi, qui a découvert une petite rosacée, une potentille, qu'on croyait donc une espèce qui est fréquente en Europe, avec une sous-espèce qui était décrite en Tunisie. Et elle n'avait jamais été vue en Algérie, donc lui il l'a découvert dans les complexes des zones humides de la région de Oumelbarri. Et en fait, elle est bien sûr associée à un cycle d'alternance de mise en eau et de mise en insectes, mais jusqu'à il y a quelques années, on ne savait même pas qu'elle existait, on ne savait pas qu'elle était présente. Donc comment vous voulez qu'on anticipe les problèmes hydrologiques liés au changement climatique et leurs conséquences sur la flore si on n'a même pas fini d'inventorier cette flore-là? Donc le dernier point, probablement, certainement ce qui manque le plus en Algérie aujourd'hui, c'est, à défaut d'une flore complète, au moins une liste vraiment à jour et pointilleuse. Alors on a quelques listes dans les bases de données mondiales, indirectement, mais on n'a pas de liste nationale vraiment vérifiée. La Tunisie vient de publier une liste, là, il y a un mois, donc il n'y a toujours pas de nouvelle flore, mais il y a au moins une nouvelle liste. Alors je vous ai mis en vert les pays qui sont à peu près à jour, en jaune les pays qui sont en train de mettre à jour leurs connaissances, et en rouge les pays qui sont toujours plus ou moins bloqués sur des ouvrages anciens. Vous voyez qu'il y a pire, j'ai mis deux pays en noir, c'est les pays où la flore elle n'est toujours pas finie d'être publiée, il manque encore quelques familles. Donc si vous travaillez même dans les régions méditerranéennes de l'Irak ou de l'Iran, mais il y a certaines familles où il faudra vous débrouiller avec ce que vous avez, c'est-à-dire rien.
souvenir, ce qui nous manque le plus aussi, la deuxième chose qui nous manque le plus, c'est une connaissance de la répartition des espèces. Donc on n'a pas de base de données nationale, on n'a pas d'atlas publié, les vieilles fleurs sont très imprécises là-dessus. Même si on recense les points d'herbier historiques, ça ne suffira pas à avoir un atlas complet. Donc probablement un des outils possibles, c'est de participer de manière collaborative et en ce qu'on appelle en open access, en open data, à la construction collective d'une base de données nationale via des outils qui existent et qui sont gratuits. Voilà, je dis quelques références à Sienne si vous ne les avez pas déjà, et je vous remercie.